Bonjour à toutes et à tous. Le projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre a été présenté aux députés ce jeudi en présence, bien sûr, du chef de l'État, de plusieurs membres du gouvernement, de la présidente de l'Institut national pour la promotion de la femme, Claudine Affaire-Prudencio, et bien entendu des parlementaires. On retient quand même que ce projet de loi, et bien sûr, porte sur des mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre. Et bien sûr, que ces types de dossiers seront désormais gérés par la criette traitée, par la criette. Nous allons donc en parler dans un instant. On ne va pas oublier de revenir sur les grands sujets qui ont fait l'actualité au cours de la semaine. Le chef de l'État qui était avec les 77 maires et autres autorités de nos collectivités locales et décentralisées. Mardi dernier, les réformes structurelles annoncées dans ce secteur également, présentées aux maires et aux députés ensuite, 72 heures ou 48 heures plus tard. L'autre sujet d'actualité, la rencontre Boni Patrice Satanas Guillaume étalon le peuple béninois qui souhaite tant, oui, bien sûr, cette rencontre bien sûr, a été servi le mercredi dernier sur une faute plus à Cotonou. Patrice Talon et Boni se sont rencontrés au palais de la Marina. À la fin, Patrice Talon et surtout Boni donc s'est confié à la presse. On reviendra également sur donc, cette rencontre et surtout se pose la question de savoir quelles seront donc les retombées, surtout pour la classe politique. Béninoise, est-ce la fin voilà, des guerres au plan politique entre donc ces deux personnalités politiques et surtout la classe politique. Nous allons donc en parler avec mes confrères habitués à ce plateau. Ici, Isaka Koshoni, bonjour. Oui, bonjour, Koné Aïssé. Hmm. Chers téléspectateurs, bonjour également à vous. Isaka Koshoni, DP du quotidien La Cime de l'Info. Tout à fait sûr. Et puis en face de vous, Hippolyte Dosouanou du quotidien Nouvelle Élite. Bonjour Hippolyte. Bonjour Koné Aïssé, bonjour à nos amis auditeurs, auditrices de Diaspora FM, téléspectateurs, téléspectatrices de Eden TV. Eden TV. Alors, c'est parti pour le débat. Patrice Talon, Boni enfin, bon, on peut le dire ainsi, hein, fumer le calumet de la paix. Isaka Koshoni, même s'il n'y a rien de profond en termes de désaccord ou de dissension ou de frustration entre les deux personnalités politiques. Boni l'a dit à la sortie de cet entretien-là, de cet tête-à-tête-là. Alors, Isaka Koshoni et Hippolyte Dosouanou, enfin, les deux hommes, longtemps divisés, se sont retrouvés pour le bien de la nation. Je crois que c'était une belle image que l'ancien chef de l'État et l'actuel ont offerte à la population ce jour. Parce que beaucoup ne s'attendaient pas à une telle rencontre. Et tel que c'est passé, vous l'auriez su vous-même, que désormais, les deux personnalités fument le même calumet de paix. Et si ces deux personnalités, je le dis souvent, les deux mots du pays, se sont entendus, je pense que la population aussi aura l'impact. Ceux qui ne s'attendaient pas et prendront aussi des décisions pour qu'ils commencent pas à s'entendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, même si l'ancien chef de l'État l'avait dit, qu'il n'y avait pas assez de quiproquos, assez de différences entre lui et l'actuel. Et beaucoup se disaient que ce sont des gens qui sont chien et chat. Ils ne s'entendent pas, mais tel que la rencontre s'est passée, je crois que c'était belle à voir, c'était une bonne image que ces deux personnalités ont offerte à la population. Quitte à ce que la décision qui est prise, les différentes doléances soient prises en compte pour le moment. D'où nous allons revenir sur chaque étape, chaque analyse, où nous allons pouvoir nous prononcer. Alors, l'épisode donc de la mésentente entre les deux a commencé vers la fin du premier mandat de Boni et surtout lors du second mandat, Hippolyte Dosouanou, l'autre était donc président, Yahi était président, Patrice Talon, donc, et ensuite c'était l'inverse, Patrice Talon est devenu président de la République, et entre-temps, il y a eu donc la Bible que l'autre lui a offert, à l'investiture en 2016. Eh bien, les relations se sont encore dégradées. On a vu donc la tentative de la Samatara en 2016 qui n'a pratiquement pas abouti. Mais maintenant, le peuple béninois est heureux quand même
de voir ces deux fils, pas des moindres du pays, au sommet des affaires courantes de l'État se retrouver. Enfin. Oui, effectivement, et le peuple béninois s'est réjoui ce vendredi et ce mercredi à voir via les différents canaux de communication que l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, était parti rencontrer à la Marina l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. Les images étaient belles, le cœur quand même des Béninois qui saignait compte tenu des distanciations, mais des discordes qui existaient entre ces deux grandes figures emblématiques de la politique béninoise, ont commencé par retrouver quand même la joie dans la mesure où, quand on connaît ou quand on sait les conséquences fâcheuses que la mésentente qui existe entre ces deux présidents ont engendré lors des dernières élections législatives et présidentielles dans notre pays. Et il y a un verset biblique qui nous dit qu'il est agréable de voir des frères demeurer ensemble. Et si aujourd'hui nous voyons ces deux hommes politiques qui s'entre-déchiraient verbalement, aujourd'hui on commençait par filmer le calme de la paix, c'est une très bonne chose pour nous. Et très bonne chose parce qu'aujourd'hui, on n'a pas écouté que la médiation n'est pas venue d'ailleurs. Mais ce sont eux-mêmes qui ont pris cette volonté maintenant de ramener la balle à terre, de commencer par parler sur les questions qui les fâchent et de penser convenablement sur comment faire pour harmoniser leurs idées pour que réellement chaque acteur dans son camp puisse être un véritable élément ou bien contributeur du développement de nos nations. Boni Yayi, chez Patrice Talon, dans un passé récent, on pourrait dire que c'est du rêve, mais cela a été une réalité. Et on ne l'attendait pas, mais tel que ça s'est passé, pour le moment, ça a commencé par combler certaines attentes du peuple. Et l'idéal, c'est que toutes les propositions que l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yayi, a eu à faire à son jeune frère et ami, président Patrice Talon, il serait quand même bien saignant que ce dernier puisse les décliner en actes pour que nous puissions quand même voir un Bénin où tous les fils sont unis et qui regarderont désormais dans la même direction, celle de construire ensemble notre pays. Alors, on va donc écouter maintenant Boni Yayi, entre les deux personnalités qui se sont prononcées, surtout l'ancien président Boni Yayi à la sortie d'audience qui s'est confié à la presse. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable. Je crois qu'il a indiqué. À la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble. Ensemble également, je crois, ce n'est un secret pour personne. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond. Talon Yayi. Non. Je suis venu, je crois que le président lui-même le sait. Compte tenu de tout ce qu'on s'est dit. Il n'y en a pas. De profond, il n'y en a pas. J'ai eu l'occasion de dire au président que dans cette perspective, il y a lieu de prendre, j'ai souhaité, la nécessité de faire en sorte que une des mesures urgentes soit prise pour le salut national, la paix, la stabilité au sein du peuple, au sein de notre peuple.
j'ai souhaité qu'il mette fin, ou qu'il soit mis fin, le français se dit, aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux, de libérer les détenus politiques. J'ai souhaité, dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, le retour de ces exilés politiques dans la mère patrie, de tous ces exilés politiques condamnés ou non. Donc, je lui ai proposé, c'est une requête, qu'il décide d'institutionnaliser, dans la mesure du possible, une concertation périodique avec les anciens présidents et autres sages de la société civile pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie. C'est un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici. Alors, Boni Yayi qui est revenu donc sur certaines grandes questions. Il a parlé de paix durable, il a parlé donc de la question des exilés politiques, la libération des détenus également, après donc les dernières élections, et bien d'autres requêtes de l'ancien président, et bien sûr à Patrice Talon, Isaka cautionné. Oui, je crois que vous ne pouvez pas aller rencontrer celui qui vous a remplacé et ne pas lui faire des propositions. Et lorsque vous suivez les propositions de l'ancien chef de l'État, ce sont des propositions constructives, des propositions où le pays aura la paix que pourtant la population a besoin. Il parle de la paix. Il faut que désormais les Béninois puissent se comprendre, assis sur la même table et discuter. Il faut revenir sur le dialogue politique. Il faut la rencontre de temps en temps entre les anciens chefs d'État comme au Ghana, comme au Nigeria. Je pense que ce sont des propositions concrètes, des propositions dont si la mise en application effectivement est faite, on aura un pays de paix et un pays de développement. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de guéguerre. Nous n'avons pas besoin de guéguerre. Et l'ancien chef de l'État l'a fait savoir. Il a fait ses propositions, quitte à ce que l'actuel puisse mettre en application ces propositions. Avant d'évoluer, il a 8 propositions au total. Si vous l'avez suivi bien, il y a 8 propositions au total. Si on pouvait même respecter parmi ces propositions 5, je pense surtout les retours des exilés politiques, parce que ce sont des cerveaux qui sont aussi partis. Il a mis l'action sur la libération de Joël Aïvo et de Madougou, Rekiat Madougou. Vous n'êtes pas sans savoir que Joël Aïvo est une personnalité rare du pays et de l'Afrique tout entière. C'est un constitutionnaliste dont beaucoup ont besoin pour travailler. Aujourd'hui, celui-là est en prison. Je pense que c'est avec un cœur éclairé, comme on le dit, que l'ancien chef de l'État a pu dire à son successeur de libérer ceux-là. Il faut qu'ils puissent les libérer pour qu'ils puissent participer au développement de la nation tout entière. Avec ces propositions, je pense que la paix tant recherchée depuis, disons, 5 ans, 6 ans, parce que c'est au début de la prise du pouvoir du président Talon que les guéguerres ont commencé. Même si l'ancien a dit qu'il n'y avait pratiquement rien entre eux. Nous avons suivi tous comment les deux se contre-attaquent. C'est du tic au tac. Lorsque l'autre organise sa conférence de presse, l'autre vient contre-attaquer. Je pense que le tout n'est pas de se donner coup de poing avant de dire voilà, il y a de guerre entre les deux personnalités. Je pense qu'à travers ces propositions, l'ancien chef de l'État a su effectivement, et comment dirais-je, a su les mots que souffre le Bénin. Beaucoup s'entendaient, beaucoup se demandaient, j'ai suivi un peu des commentaires, beaucoup se demandaient comment la rencontre a pu avoir lieu. Qui est la racine principale. Je pense que le débat, c'est l'occasion de leur dire ça. Le débat n'est pas à ce niveau. Nous avons trouvé un serpent et une femme l'a tué. Le tout n'est pas de demander et qui l'a tué. L'essentiel que le serpent est tué. Nous avons voulu que l'ancien chef de l'État et l'acteur se retrouvent discuter. Ce qui aura des impacts sur la population aussi, c'est fait. Je pense que nous devons nous en réjouir. Voilà. Alors, par rapport à ce point de revendication, on peut le dire ainsi, de Boni Yayi, surtout sur la question de la libération des prisonniers politiques, mais également des exilés politiques. Parce que c'est là la grosse question. Et aussi l'autre problème aussi, oui, c'est
entre griffes, les cas d'exclusion qu'on a eu lors des dernières élections par rapport donc, à un certain nombre de partis politiques. Alors, Hippolyte Dossou-Wano, est-ce que quelle suite peut-on espérer? C'est vrai, vous n'êtes pas le chef d'État, Patrice Talon, d'accord, mais ça revient à Patrice Talon de donner suite ou de ne peut-être pas donner suite comme le souhaite son prédécesseur. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut envisager par rapport à la suite? Bon, la première réponse que je vais donner à votre question, c'est de dire que de façon temporelle, cette rencontre est venue à un bon moment. Parce que le chef de l'État vient dégriner juste 3 mois au sommet de l'État pour son second quinquennat. Et les élections législatives qui étaient source des conflits politiques dans notre pays auront prochainement lieu en 2023. Donc, à voir la période dans laquelle les deux chefs d'État se sont retrouvés, cette période est la bienvenue. Quant aux différentes doléances dont Boni Yayi était porteur, quoi qu'on dise, Talon, le président Patrice Talon même, est conscient aujourd'hui de la véracité ou de la pertinence des points que son prédécesseur lui est venu, lui a soumis. Et quand nous prenons le cas des prisonniers politiques qui ont été arrêtés tout juste avant et après les élections présidentielles, c'est des personnalités quand même qui ne sont pas à négliger dans la République. Quand on parle de Rekia Madougou, mais c'est une référence internationale aujourd'hui en matière de l'inclusion financière. Quand nous prenons Joël Aïvo, un professeur d'université de rang magistral, mais qui est un constitutionnaliste de haut rang au plan mondial. Donc, et bien d'autres, il y a Dr Alessandre Moutonji, ancien ministre, beaucoup de cadres. Joseph Tameignon qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Mais des cadres, quand on dit un cadre dans une famille ou dans une commune, vous voyez le nombre de personnes qui vivent sous le dos de ces derniers. Et quand ils se retrouvent en prison, regardez le nombre de personnes qui souffrent aujourd'hui. Et quand il y a la souffrance, c'est-à-dire, quand le ventre a des problèmes, le cœur n'est jamais tranquille. Quand le cœur n'est pas tranquille, on n'arrive pas à bien agir. Donc, ça voudra dire qu'aujourd'hui, que ce qu'il a porté, c'est-à-dire les doléances qu'il a portées à Patrice Talon, sont des doléances, on ne peut pas les dire aujourd'hui qu'elles sont compliquées à se décliner en actes. Tels que les deux hommes ont pris le dessus de la mêlée, en faisant taire leurs égaux, et en s'humiliant l'un à l'autre, pouvoir se rencontrer. Et c'est le moment aussi quand même de féliciter le président Yayi Boni qui a fait vraiment profil bas. Il s'est déplacé avec son fils aîné pour aller à la marina. Je l'ai dit tantôt dans ma première intervention que cela faisait partie du rêve. Mais il a décidé. Il y a quelque chose que chacun de nous doit savoir. Un président qui est en exercice ne refuse jamais de rencontrer quelqu'un quand on lui demande à le rencontrer. Non. Même si vous adressez une lettre d'audience à Patrice Talon, si son calendrier lui permet, il va vous rencontrer. Donc, et mieux, c'est un ancien, son prédécesseur direct, qui a voulu le rencontrer et cela a été. Donc ça voudra dire, pour revenir quand même aux doléances, c'est pour dire maintenant que il a dit au thème de la rencontre que lui l'a fait porter ses doléances, mais que ça reste au président Patrice Talon de les décliner en actes. Et c'est le moment de dire à Patrice Talon qu'il est aujourd'hui le chef de l'État du Bénin. Il est le numéro 1 de notre pays.
il est le père de la nation, comme on le dit vulgairement. Il doit montrer effectivement qu'il est un homme d'État, tel que nous l'appelons. Il va démontrer à son peuple qu'effectivement, lui n'avait pas de querelle personnelle avec le président Boni. S'il n'avait pas effectivement de querelle personnelle, ça voudra dire prendre accepter aujourd'hui les doléances de Yahya Boni là. C'est quand même certifié qu'il n'avait pas de querelle entre les deux hommes seulement. Donc, ramener la balle à terre, essayer de faire libérer ceux qui sont en prison, essayer de permettre de prendre un décret quand même pour que ceux qui sont en exil, qui ne sont pas non plus des personnes, des citoyens lambda, mais vulgaires, mais des contributeurs à l'économie béninoise. Quand nous prenons le cas de Sébastien Javon, par exemple, qui est un grand opérateur économique. Mais si aujourd'hui, on ne va pas entrer dans ce débat parce qu'il y a d'autres choses qui se trament encore avec lui à l'instant où nous parlons. Il y a le cas de l'ex-ministre Djenotin, du ministre d'État Akouché, donc des cadres, des personnalités dont le pays a besoin pour se développer. Parce que on dit qu'il n'a que de richesse que d'hommes, pour nous l'a enseigné. Donc Patrice Talon a besoin de toutes et de toutes ses filles et de toutes ses filles, de toutes ses filles et de tous ses fils pour que le développement du Bénin soit effectif. Oui, mais sur ces questions justement, ces questions qui ne sont pas strictement politiques, par exemple le cas des exilés, le cas de ceux qui sont en prison, les détenus politiques, c'est des questions qui ne sont pas exclusivement politiques, mais qui relèvent de la justice. Patrice Talon ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la justice. Est-ce que ça ne paraît pas difficile aujourd'hui de répondre à cette question comme le souhaite par exemple l'ancien président Boni Yayi? Bon, je crois que le chef de l'État, Patrice Talon, est le garant de la justice béninoise également. Nous avons vu dans des États où le chef de l'État a gracié les gens. Quand on parle de gracier les gens, ça s'est passé tout récemment. Il a gracié beaucoup de personnes. Beaucoup s'attendaient à ce que ceux qui sont en prison aussi soient dedans, tout en oubliant que gracier quelqu'un, ça a des règles, des normes. Voilà. Donc, si on parle aujourd'hui de la justice, c'est la justice qui doit se saisir du dossier. C'est qui la justice? C'est le chef de l'État. Si le chef de l'État a le pouvoir, la Constitution lui donne le droit de gracier les gens, je pense que s'il décide réellement dire il faut que les exilés rentrent au pays, parce qu'on le veut ou pas, ils sont des Béninois comme nous, ils ont des familles. La rentrée a commencé, beaucoup d'exilés, beaucoup de prisonniers, leurs enfants ont commencé l'école, comment c'est ça le confrère a dit devant moi tout à l'heure, là, il a dit, comment ceux-là ont commencé? D'où assimiler la paix ou bien le respect de cette décision à la justice. Je crois qu'il y a de quoi. Il y a des dossiers dont, si les chefs de l'État décident de fermer, on peut fermer ces dossiers. Il y a des dossiers. Je prends aussi, un exemple, je prends un exemple. Quand on prend le cas de Komi Koutié, par exemple, à qui on reproche de choses, on parle de mauvaise gestion à des endroits donnés, par exemple, et que c'est un dossier qui est pendant de la justice, il y a des décisions et autres. Alors, dans ce cas, quand on plaide pour le retour de ces exilés politiques, il faut quand même qu'ils vident les dossiers en instance au niveau que si certains ont des peines de prison, que ces gens-là soient d'abord... Alors, c'est ça en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, comment le faire pour que demain, on ne parle pas de deux poids, deux mesures, parce qu'il y a d'autres qui ont eu des ennuis avec la justice et qui sont en prison, qui puissent les peines aujourd'hui. Alors, comment le faire? C'est ça justement. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Dans tous les pays au monde, quand on parle d'exilés politiques, ce n'est pas forcément des infractions liées à la politique ou bien à une élection que commettent les gens où on les emprisonne. La politique, c'est le rapport de force. Et le combat se joue dans tous les domaines et sur tous les terrains. Et avec toutes les stratégies et manières possibles. Mais je ne dis pas forcément que Patrice Talon, lui, instrumentalise la politique pour avoir ses opposants. Je ne le dis pas. C'est des audits qui ont été faits. Et ces audits révèlent que l'ancien ministre de l'économie
avait mal géré et il devait répondre devant la justice. Mais lui, voyant la distance ou bien l'opposition qui existait entre l'actuel chef de l'État et lui, a estimé que c'est des acharnements politiques. À l'instant, moi je parle, seul Patrice Talon et Komi Kouché savent concrètement si c'est pour des acharnements politiques ou pas que l'ex-ministre de l'économie et des finances se retrouve en exil. Difficile de répondre. Sinon, c'est les deux. Voilà, sinon je voudrais le dire aussi. Tu peux le savoir. Aucun citoyen, fut-il peut l'affirmer. un marabout de compte politique aussi, c'est ou un vraiment... Bokono, ne peut pas dire exactement aujourd'hui, mais quel que soit le degré d'analyste que les gens ont aujourd'hui là, ne peut pas estimer ou prédire quelque chose sur ce terrain. Oui. Seuls les politiciens eux-mêmes là savent ce qui les divise et ce qui fait courir d'autres personnes à aller rester en exil. Oui, je pense que je ne suis pas le porte-parole de Komi Kouché. Beaucoup connaissent ce dossier-là, comment l'enquête a été menée au niveau des microfinances, au niveau du ministère d'abord, au niveau des microfinances. On sait comment on sait comment tout ça là s'est passé. Et c'est ça le confrère à dire. Seul le chef de l'État actuel et l'ancien ministre Komi Kouché pouvaient dire oui, j'ai mal géré. Parce que lorsque vous avez le pouvoir, vous avez tout, hein. Même si vous êtes blanc, si vous êtes blanc comme la neige, si on veut vous plonger, on va vous plonger. Je ne suis pas là pour défendre Komi Kouché. D'où l'essentiel est que Patrice Talon décide réellement pour dire ce sont des Béninois, ce sont des gens qui vont contribuer au développement de la nation. Il faut qu'on taise ces dossiers-là. Maintenant, s'il revenait et on ouvrait encore les dossiers, lui aussi il a appelé à aller répondre. La preuve, il était descendu pour aller répondre, non, de ces dossiers-là devant un juge béninois. Vous vous rappeliez, vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé quand il a fini de les répartir en même temps. Donc aujourd'hui, je le dis, je le répète, seul le père de la nation pourrait dire, voilà, nous voulons la paix. Et si, pour que la paix là revienne, je pense que l'ancien chef de l'État... C'est un peu difficile, ces dossiers, étant donné que... il y a donc la considération politique, mais également... Je crois que l'ancien chef de l'État, Yahi Bona, jouait déjà sa partition, parce qu'on disait que le chef de l'État lui a tendu la main, il a refusé, il a fait ceci, ça a parcouru toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, la balle est dans le camp maintenant de Patrice Talon, c'est ça. La balle est dans le camp de l'actuel chef de l'État. Oui, j'ai coutume de dire et de redire souvent sur ce plateau qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est le lieu pour le président Patrice Talon de mettre en exergue cet adage populaire. Nous sommes d'accord que, tel qu'il est en train de gérer le pays, si quelqu'un enfreint à une loi, il en subit les conséquences qui en découlent ou bien il subit les sanctions que cela engendre. Ça, nous l'applaudissons. Parce qu'il y a des gens qui constituent ses premiers soutiens mais qui se retrouvent derrière les barreaux aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont dans des affaires et qui sont libres aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on oublie tout ça. Je ne suis... Voilà. Kochoni, ce que je dis, la justice ne saurait tout contrôler. Il y a toujours des paramètres qui doivent toujours échapper à la justice. Et c'est ça qui fait de la justice ce qu'elle est. Ça a tout été comme ça dans tous les pays. Et c'est des humains qui anime la justice. Patrice Talon lui-même, au-delà de tout, c'est un être humain. Et l'homme est de nature perfectible. Il n'est pas parfait. Donc ça voudra dire, tout ce que Patrice Talon fera dans n'importe quel domaine, il y aura toujours quand même des couacs à trouver. On est d'accord. Maintenant, ce que moi je souhaite pour le président Patrice Talon là, il n'a qu'à quand même voir, à dire, l'humilité dont le président Boni Yayi a fait montre ces derniers temps-ci là, et le profit bas dont il a fait montre là, en acceptant au moins à 60% les doléances qu'on est venu lui soumettre. C'est ça, moi, mon problème aujourd'hui. Le problème, c'est que la cohésion sociale qui caractérisait en temps les Béninois là, que cette cohésion revienne. Et que la paix, qui était la richesse que nous vendons aux autres pays, que cette paix-là revienne également pour que pour les élections à venir, à dire les élections législatives de 2023 et présidentielles de 2026, que ces élections se passent de façon pacifique et que notre pays soit toujours une référence en matière de démocratie dans la sous-région ou bien en Afrique.
C'est l'idéal. Donc il faut régler les problèmes politiques. Réglons les problèmes politiques maintenant... par les mesures politiques. Et ça, réglons les problèmes politiques par les mesures politiques. Si aujourd'hui, Patrice Talon dit qu'il va prendre un décret pour faire venir tous les exilés politiques dans leur pays, ou bien pour faire libérer les détenus politiques, mais ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des élections législatives et présidentielles de 2021, il a les pouvoirs légaux, je dis bien les pouvoirs légaux et humains de le faire. D'où la balle dans le camp du chef de l'État. Et j'en profite en même temps par rapport à cette rencontre avec l'ancien chef de l'État. Et c'est là il a chuté d'ailleurs. L'essentiel n'est pas d'aller exposer les problèmes et de prendre les décisions et de ne pas les respecter. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà assisté à plusieurs rencontres, tête à tête, même devant la Bible. On sait comment ça s'est passé. On a quitté le Bénin aller en Côte d'Ivoire. On sait comment tout ça là s'est passé. C'est devenu quoi? Il ne faudrait pas qu'on fasse encore une rencontre et 2-3 jours plus tard, on commence par assister à d'autres dérapages. Je crois que le père de la nation, le chef de l'État, doit prendre au sérieux cette fois-ci. Parce que c'est une situation dont beaucoup aussi attendaient, dont il doit quand même faire preuve du chef de l'État. Et parce que je le dis, parce que c'est pas bien que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois encore, qu'on assiste à l'arrestation ici, à ceci, là. Il y a d'autres rebondissements. Voilà, d'autres rebondissements. Et exemple, le dossier à Diavon, à quelques jours de la rencontre avec l'actuel chef de l'État, il y a un dossier qui est déjà encore sur table. Je pense que c'est l'occasion d'inviter ceux-là. Ils sont des Béninois, ce sont ses frères, avec qui ils ont fait ensemble. Il n'a qu'à les pardonner. S'ils ont mal fait, il n'a qu'à les pardonner. Je ne plains pas pour eux, mais il doit dire c'est la nation qui domine. Vous n'êtes pas sans connaître le poids de Sébastien Diavon dans ce pays. Tous ceux qu'il a cités, c'est des gens qui jouaient un rôle prépondérant pour le développement de la nation. D'où, à mon avis, ce n'est pas bien encore qu'on dit, on entend la main tendue encore, on n'a pas trouvé, on entend la main tendue encore, et on se voit, et après on tourne, on commence par présenter une autre face. C'est l'occasion de dire ça à l'ancien chef de l'État. Il ne faudrait pas qu'on quitte cette rencontre et commencer par organiser des conférences de presse pour attaquer, commencer par apostropher l'autre. Je pense que ça n'amène nulle part. Et on doit penser à la jeunesse béninoise. Mais en dehors de Oboni, il y a aussi quand même l'ancien président Nicéphore Soglo aussi. Oui. Cette fois-ci, c'est vrai que les relations entre les deux aussi, entre Nicéphore Soglo et Patrice Talon aussi, sont restées un peu froides à cause de ce que vous savez très bien. Voilà, donc, alors, il y a quand même aussi ce défi qui reste aujourd'hui, Patrice Talon aussi. Bon, le défi a commencé par être déjà relevé par quand même cette audience que Patrice Talon a accordée à Boni Yayi, parce que Boni Yayi l'a martelé qu'il a eu l'aval de l'ancien chef de l'État, du dernier Nicéphore Soglo, avant de venir à la rencontre. Ça voudra dire que Yayi Boni était porteur d'un message de l'ensemble de la classe politique de l'opposition radicale. Je dis mais radicale. Parce que dans notre pays, nous avons 3 types d'opposition. D'accord. Il y a l'opposition modérée, qui a eu la chance de se voir désigné comme le chef de file de l'opposition, dirigé par Paul Rompé, qui quand même essaie de faire ce qu'il doit faire pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Il y a l'opposition radicale, dans laquelle se retrouvent les anciens chefs de l'État, Komi Kouché, Ajavon et consorts. Et il y a maintenant les résistants, dont Candide Azanaï est le porte-flambeau. Donc il faut clarifier ces concepts. Vous ne voulez pas le principe de René Agossa. Vous n'avez pas oublié le principe. C'est-à-dire la posture du président Boni Yayi rassemble les 3 types d'opposition qu'on a dans notre pays aujourd'hui. C'est une voie qui semble être prépondérante dans ces différentes catégories d'opposition dont nous parlons. Donc quand même, ce qu'il est parti dire, je pense qu'il a amené également le message du président Soglo. Parce que, souvenez-vous, pour les obsèques de son épouse, je parle de l'honorable Rosine Vieira Soglo, celui qui est béninois, qui connaissait le Bénin d'antan, quand on a des décès de grandes personnalités comme ça, là, doit sentir, pressentir le jour-là que le Bénin est vraiment déchiré. Le tissu social a pris effectivement un coup. Parce qu'on a constaté que pour les obsèques, il est bien vers le chef de l'État a envoyé le protocole d'État sur les lieux pendant les 3 jours où les cérémonies se sont déroulées. Mais on n'a pas vu
les acteurs de la mouvance présidentielle venir quand même rendre un dernier hommage à leurs anciennes collègues. Non, n'oubliez pas que nous sommes à l'ère de la pandémie. Nous sommes à l'ère de la pandémie liée à coronavirus et puis il faut limiter. Nous sommes journalistes. Moi, c'est intéressé. Je me suis intéressé à connaître pourquoi les acteurs de la mouvance ne sont pas venus comme ça. Je ne veux pas N'oubliez pas qu'ils ont parlé aussi de Covid-19 qui nous empêchait d'aller. Je vous dis quand même que après cette cérémonie où Boni Yayi est revenu de l'extérieur et cette démarche ont commencé par être menées là, moi, ça m'a beaucoup réjoui. Et c'est le lieu aussi de reconnaître quand même ceux qui ont travaillé dans les coulisses. Parce qu'on avait appris un temps que le médiateur, l'actuel médiateur de la République, Pascal Essou, était rendu à Tchaourou pour rencontrer certains proches de Boni Yayi pour leur parler. On aurait appris également que les fils des deux présidents, a dit le fils aîné du président Boni Yayi, Lionel Talon, le fils aîné du président Patrice Talon, Lionel Talon, a appelé son frère Yayi Chabi. Ils se sont parlé parce qu'ils auraient fréquenté ensemble. Pour leur dire, mais si nous sommes amis, on demeure amis, on a été camarades de classe, mais pourquoi pas ne pas essayer, prendre pas la relation qui nous lie, réunifier nos parents. Tous ces acteurs ont beaucoup contribué quand même dans ce que nous assistons. Donc sans oublier également l'ex-président du Nigeria, Obasanjo, qui quand même en tant qu'une personnalité de référence en Afrique. Et aussi certaines autorités religieuses a joué quand même sa partition dans ce que nous avons commencé par appeler peut-être un début de réconciliation. D'accord. Alors, on espère quand même que les prochains jours nous édifieront davantage pour que la tension politique soit vraiment décrispée. C'est bien cela, Issaka Kochoni. Tout à l'heure, vous avez insisté à plusieurs reprises là-dessus. Il ne faudrait pas que ça reste simplement de simples déclarations, de simples démarches et que la suite, donc ça vit autrement. Merci à vous, Issaka, merci à vous, Hippolyte. Et puis, on va donc parler de l'autre grand sujet de l'actualité. Au cours de la semaine, les maires qui étaient donc avec le chef de l'État le mardi 21 septembre, les maires ont été donc informés des grandes réformes structurelles annoncées dans le secteur de la gouvernance locale au Bénin. Voilà, donc plusieurs décisions, plusieurs innovations qui sont apportées désormais à la loi sur la décentralisation au Bénin. Hippolyte Dosouanou, Issaka, on a suivi également cette actualité, la rencontre avec les maires, et que certains points, d'accord, donc ont suscité beaucoup de réactions de la part de ces maires, de ces élus locaux. Alors, surtout la question du budget, le maire qui désormais ne sera plus le donateur du budget, mais le secrétaire exécutif dans les communes auront désormais, non secrétaire général, mais secrétaire exécutif qui est désormais qui est l'ordonnateur du budget. Et d'ailleurs, cela peut donc la réaction vive du maire de Komassé qui donc réclamait donc le budget. On va suivre, cet extrait, l'échange entre les maires et le chef de l'État. On va surtout planter le décor de ce débat. Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Le maire de Komassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis, on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, qui sera ordonnateur du budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est, monsieur le maire de Komassé? Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve qu'avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça.
Oh, j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire. Monsieur le maire, moi j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. J'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. C'est parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne. Alors, un extrait donc de la rencontre entre le chef de l'État et donc les 77 maires. On a eu donc la réaction des maires. Voilà, donc pas question de toucher au budget. Mais le chef de l'État a été clair. Hein, bon, voilà, donc Hippolyte de Souanou. Alors, ces grandes réformes, désormais, les maires sont un peu déchargés hein, quand on suit un peu l'esprit de ces réformes annoncées. Oui, les maires sont un peu déchargés, mais seront déchargés si le projet de loi passait à l'Assemblée nationale aisément. Mais plus d'inquiétude en tout cas. Bon, pour le moment, pas d'inquiétude. Puisque les députés ont été sensibilisés également. Ont été oui, bon, on va revenir sur ce débat-là peut-être tout à l'heure si vous nous le permettez. Et c'est pour vous dire quand même que cette réforme qui a été opérée dans le secteur de la décentralisation dans notre pays, pour ma part, ne me satisfait pas totalement, ça il faut le dire. Parce que nous sommes dans un système à ce niveau pour les collectivités locales dans notre pays, on a opté pour la décentralisation. Vous comprenez? Donc la gestion à la base est faite par les acteurs élus par les populations. Bon, si des réformes se font aujourd'hui et on constate implicitement ou indirectement qu'on veut centraliser un peu la gestion au niveau de l'État, on ne peut plus parler comme ça de la décentralisation. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une concentration du concept de la centralisation. Un exemple. On dit aujourd'hui que les maires, on dit aujourd'hui que l'administration de la mairie sera désormais gérée par les secrétaires exécutifs qui remplaceront les secrétaires généraux on renforce le pouvoir administratif qui existent maintenant. Donc on a renforcé le pouvoir administratif des secrétaires exécutifs au détriment quand même de ces prérogatives qui revenaient aux maires. Maintenant, quand on a renforcé cela, mais le maire n'a plus cette habilitation, mais cette prérogative de nommer un cadre qu'il voit compétent à la tête de cette administration locale. Non, on dit qu'il y aura un fichier national des secrétaires exécutifs. Et c'est dans ce fichier national-là que le maire d'une commune va tirer au sort celui qui sera le SE de son administration. Et qui aura le budget, qui sera l'ordonnateur du budget. Attendez, et mieux, ce dernier sera l'ordonnateur du budget communal. Donc, nous sommes d'accord que des organes ont été créés comme organes de supervision qui rassemblent les 4 commissions permanentes qui ont été validées en plus des maires et leurs adjoints. Il y aura le conseil communal et puis l'administration, mais le secrétariat exécutif. Donc, c'est les 3 organes qui ont été créés. Mais quand nous voyons le fonctionnement de ces 3 organes qui sont prévus dans le projet de loi, on constate malheureusement que le maire n'a plus un pouvoir comme ça, n'a plus un pouvoir sur l'administration communale, alors que c'est la première autorité politique et administrative de la commune. On ne nous a pas dit que le maire n'est plus
une autorité politico-administrative, hein, il incarne toujours ces deux prérogatives. Mais le côté administratif sera dirigé par les SE et c'est les SE même qui vont nommer les cadres techniques de la mairie. Bon, je pense que s'il faut changer le concept de la décentralisation en centralisation, le problème ne se pose pas. Mais ce qui me satisfait dans tout ça là, c'est le souci quand même d'éviter le phénomène de la corruption qui est ce virus qui infecte très aisément les maires. Parce qu'au-delà de tout, il faut comprendre que les maires, c'est des gens qui ne gagnent pas de grands moyens à la fin du mois. Mais heureusement que d'après ce que nous aurons appris de la rencontre entre les maires et les chefs de l'État, le chef de l'État a dit qu'il va essayer de doter les maires d'un véhicule de fonction. Il a même dit qu'ils vont essayer de revoir leurs conditions salariales. Je peux parler de façon en termes vulgaires. Donc, bon, la décentralisation à l'ère des réformes, ou bien à l'aube des réformes, c'est une bonne chose. Mais cette phase expérimentale, nous allons voir si les députés votaient la loi, comment ça va se passer et les conséquences que cela puisse engendrer plus tard. Donc vous créez une certaine centralisation, une certaine déformation des principes de la décentralisation. Bien sûr. Pour vous. Alors, ma réaction choquera peut-être les maires. Ils diront que c'est parce que je ne suis pas un maire. Parce que lorsque vous prenez les mairies, il y a un peu de désordre. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Au niveau des mairies, il y a trop de corruption. Je pense que la nouvelle réforme est venue corriger beaucoup de choses. Sauf ceux qui ne veulent pas le développement de leur commune se rendent compte. Mais quelqu'un qui veut effectivement le développement de sa commune doit dire, voilà, nous sommes effectivement sur une bonne voie. Le tout ne suffit pas de dire la décentralisation, la déconcentration, la centralisation et qu'on sort. Mais de tout ça là, c'est le développement que nous voulons. Et lorsque vous voyez là, le maire était en son temps le tout-puissant, qui peut prendre l'argent de la mairie, faire sa vie comme il veut. Je ne veux pas citer des exemples. J'étais avec un collègue qui me disait ça la fois dernière, là c'était le nom d'un maire, pour dire chaque week-end, lui il est à Dubaï. Je pense que le chef de l'État a pu creuser. Il est à Dubaï avec oui, avec l'argent, oui, il va à Dubaï, à tout moment il est à Dubaï. Je pense qu'actuellement, il est dans le collimateur de la justice. Le chef de l'État a su, là où c'était tout le problème, et a effectivement tapé sur ça. Le secrétaire exécutif dont nous parlons, qui devait être, comment dire, le gestionnaire, parce que lorsque vous lisez un peu, c'est comme c'est lui le maire, c'est lui qui a le dernier mot. Je pense qu'il faut ça, pour que les maires puissent savoir que non, l'argent du contribuable, écoutez, l'observation du chef de l'État. Oui. Le cadre administratif est facilement amené devant la justice, que le mec qui a autorité politique, il va falloir commencer par parler de l'humilité, de ci, de ça. Le chef de l'État a été clair. Non, les maires ne sont pas d'une humilité. D'une manière ou d'une autre. Mais c'est toujours un peu plus compliqué d'amener ces autorités devant les... Tout à fait. Que le cadre administratif. Lorsque vous regardez un peu cette réforme, on parle de séparation des fonctions politiques. Le maire était un phare de la politique dans sa commune. Aujourd'hui, ça veut dire que le chef de l'État a décidé de mettre fin à ça. Les nominations politiques, tout ça là, plus de ça désormais. C'est le secrétaire exécutif qui veille sur tout ça là. Parce que lorsque vous prenez les maires, la polémique... Est-ce que ça met effectivement beaucoup de garde-fous? Parce que le secrétaire exécutif, même s'il est un cadre technique, il n'est pas exclu qu'il soit peut-être manipulé, récupéré politiquement. Oui, nous sommes d'accord. Lorsque vous prenez un peu le secrétaire exécutif, il est sous, qu'on le veuille ou pas, même si c'est lui qui a plus de fonctions, il est sous les maires. Ce n'est pas parce que vous êtes le secrétaire exécutif que vous ne devez pas respecter les maires. La nouvelle loi qui sera peut-être promulguée d'ici à là n'a pas dit ça. Qui sera votée, il allait dire qu'il sera voté prochainement, n'a pas dit ça. Le secrétaire exécutif est sous le maire, mais les fonctions de l'administration qu'on sort, c'est le secrétaire qui décide. D'où je pense qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le problème, c'est d'éviter à ce que les maires détiennent tout. Le chef de l'État lui-même, il a dit non, que ce n'est pas lui qui signe les chèques. Lui-même, il est sous quelqu'un, l'ordonnateur du budget. Le budget n'est pas pour le maire. Le maire qui disait, laissez notre budget. Non, le budget n'est pas pour le maire, c'est pour la commune. Et c'est ça, le chef de l'État a compris. Désormais, les maires n'auront plus accès à ces budgets-là.
les budgets sont là, on prend pour le développement et non, on prend pour créer des fonctions fictives, créer des postes fictifs pour financer ses amis politiques. Je pense que ce n'est pas ça là qui va nous amener, que ce n'est pas la décentralisation. Peut-être c'est une décentralisation bien modernisée, à mon humble avis. Hein. Alors, en fait, nous, on ne va pas se lancer dans un débat de mots sur ce plateau. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes tous des acteurs du développement. Et c'est un concept ou bien un système que le Bénin a adopté. Et chaque système a ses principes. Je ne suis pas un expert en décentralisation. Mais ce que moi je sais, et ce que tu as invoqué, c'est que nous savons pertinemment que les maires qui étaient les premières autorités de leur commune n'avaient pas les capacités intellectuelles requises pour gérer convenablement ce qu'on leur a confié. C'est il faut le dire. Si pour ma part, lorsqu'on avait retoffé les lois électorales, ou bien les lois qui régissent la décentralisation qu'on est en train de faire, si on corsait peut-être des conditions qu'une personne doit remplir avant d'être maire, moi je serais parfaitement d'accord avec ça là. Aujourd'hui, le maire n'est plus la première autorité directe de l'administration communale. C'est une bonne chose. Mais il y aura des conflits d'attribution qui vont naître entre les SE et le maire. Parce que selon ce que nous avons appris, c'est que les maires, bien vrai qu'ils soient à l'autorité du SE, n'a pas les prérogatives de le déchoir de son poste. Vous voyez déjà qu'il y a un problème à ce niveau. Tu as parlé continuer à parler de la décentralisation modernisée. Je ne refuse pas. Mais moi, mon souci aujourd'hui, c'est que si on me disait dans ce texte que peut-être que les SE, c'est-à-dire les secrétaires exécutifs, ne seront pas nommés par les maires dans un fichier national qui va exister, ils vont faire le travail au sol là, et que les secrétaires exécutifs seront nommés au Conseil des ministres, mais moi, je serais parfaitement d'accord. Là, on comprendrait aisément que l'affaire des secrétaires, c'est-à-dire l'administration locale, est gérée par un représentant de l'État. Vous me comprenez? Encore que le préfet aussi n'a pas assez d'intervention. Non, si on nomme un maire, si on nomme un secrétaire exécutif, et il commence à commettre les bévues, la première personne à qui la population va s'en prendre, c'est le maire. Il va dire c'est vous qui l'avez nommé. Alors que le maire, tel que la chose existe, le maire risque de nommer des secrétaires exécutifs qu'il ne connaît pas. Parce que c'est... Mais quand on dit qu'on a un fichier national, un secrétaire exécutif qui se retrouve sur ce fichier national n'a qu'une présomption de compétence. Pourquoi vous voulez... On ne va pas dire qu'il est compétent, mais c'est une présomption de compétence. Pourquoi voulez-vous que le secrétaire exécutif et le maire soient connus, se connaissent entre eux? Donc c'est pour vous dire, excusez-moi, la population a placé la confiance de la gestion de la commune à qui? Tout à fait. Au maire, on ne le refuse pas. N'amalgamons pas les choses. Il a confié ça au maire, cher Kouchouni. La population a confié ça au maire. Non, de toute façon, les réformes ne sont pas encore adoptées et les députés auront à faire le débat en son temps. Pour nous maintenant là, les députés qui nous écoutent, c'est-à-dire les 83 députés qui nous écoutent maintenant, on aurait aimé, bien que le chef d'État les avait rencontrés hier jeudi, pour leur expliquer aussi, avec d'autres réformes qui sont envisagées avec la question des femmes, on va voir tout à l'heure, qu'il y a des réformes qui sont opérées dans le secteur de la décentralisation. Donc le chef d'État les a exposé la pertinence de ces réformes-là. Mais moi, j'aurais aimé qu'au nom du patriotisme, arrivé à l'Assemblée nationale, que le débat se fait effectivement, que le débat soit fait et que les députés qui s'y connaissent en la matière puissent faire d'autres propositions pertinentes avant de passer au vote de la loi. Ça, c'est une proposition. Mais pour le moment, nous sommes parfaitement d'accord que le souci quand même qui a poussé le chef de l'État à engranger ces réformes, c'est d'éviter à ce qu'on n'ait plus la corruption pour que les sous des communes ne soient plus dilapidés et que l'administration locale soit mieux gérée par des personnes compétentes. Et même les arrondissements, on aura plus les secrétaires comme ça, on aura des secrétaires administratifs qui auront au moins un niveau de bac plus 3. Donc, ce n'est pas mal. Et les secrétaires exécutifs, c'est des gens qui auront un niveau de bac plus 5
avec 10 ans d'expérience ou bien des 4 à 1 avec 6 ans d'expérience. Pour moi, ça relève Vous ne au voyez pas que niveau cela, c'est de la joli. Suède, dans nos ça, communes, c'est parce que joli. Ça parfois, envisage la bonne gestion. Non, c'est une expérimentation. oui. Donc, souhaitons que si la loi, ça veut dire, souhaitons que si la loi passée à l'Assemblée nationale, qu'elle est votée, que lorsqu'on va expérimenter ça, qu'on puisse sentir on aura un plus de changement. cadres Et que compétents. cela On aura passe plus de cadres compétents. Écoutez-moi. Pour que cela puisse avoir une répercussion positive sur la population. C'est ça l'essentiel. On peut beau avoir des cadres compétents, mais si cela n'a Cela pas doit une faciliter répercussion, le développement au niveau donc, de nos communes. c'est ce En que tout cas, nous pour un pouvons maire qui opte pour croire le développement, pour le moment. pour un maire qui opte pour le développement de sa commune ne doit pas s'opposer à cette nouvelle réforme. Parce que On n'aura plus de nominations, même si le mot de désignation ou de nomination du secrétaire exécutif, pour le moment, est un peu, le mode est un peu incompris de ces maires d'ailleurs, puisque la plupart que nous avons quand même pu toucher, même si certains ne l'expriment pas publiquement, et bien sûr ça pose problème à leur niveau, mais de toute façon, avec cette loi, quand on dit bien, on comprend qu'au niveau donc, de nos administrations, il y aura plus de cadres compétents. Oui, c'est ce que nous pensons, et que si effectivement le chef d'État va prendre par là, je ne me pose et pas... ça va limiter aussi les nominations fantaisistes avec certains maires aussi. Je ne me pose pas entièrement à ces réformes qui ont été opérées dans le secteur de la décentration dans notre pays. Mais il y a certains principes qui sont liés à la décentration que moi j'aurais aimé qu'on puisse sauvegarder. C'est ça que j'avais énuméré préalablement. Donc c'est pour vous dire que désormais nous aurons des cadres compétents à la tête ou bien à des postes de responsabilité au niveau de l'administration locale. Et c'est le moment aussi de dire que comme c'est le gouvernement qui a initié ces réformes, qu'il fasse tout possible pour que le transfert des compétences soit une chose effective à la base. Encore que la commune de Dabo-Mekavi est désormais commune à statut particulier aussi, au même rang que Cotonou-Parakou et Porto-Novo. Alors, merci Isaka Koshoni, merci Hippolyte Tosuan. Oui, on aura le temps d'évoquer le dernier sujet à propos donc de la femme. Et bien sûr, les crimes, les infractions commises dans ce sens seront désormais donc traités par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le chef d'État a montré toute sa volonté et surtout son engagement ferme à pouvoir donc lutter contre les violences faites aux femmes au cours donc de cette rencontre avec les députés jeudi dernier. Et bien sûr, le projet de loi dans ce sens également a été donc soumis aux parlementaires. Nous allons y revenir la semaine prochaine. Merci de rester avec nous. Au revoir, ciao, ciao et bon week-end à toutes et à tous.